RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Dialectique. Alors aujourd'hui, dans Dialectique, on va s'attaquer à un sujet pas commun dans cette émission, le sujet de la sexualité. Quels sont les enjeux de la sexualité chez les jeunes, plus particulièrement chez les adolescents et même chez les adolescents? Quelles sont les préventions? Quel type d'éducation sexuelle est possible est souhaitable aujourd'hui en France? Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Jocelyne Pontus, qui est sage-femme et qui fait aussi de la prévention en milieu scolaire, institutionnel. Jocelyne, c'est pas la première fois que nous vous accueillons sur l'antenne de RCN et c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Un plaisir partagé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, Jocelyne, pour vous présenter, globalement, vous direz que vous faites, comme je l'ai dit précédemment, des interventions, de la prévention. Voilà, tout à fait. J'ai beaucoup fait de prévention depuis très longtemps, mais pas simplement, bien sûr, sur la sexualité. Ça va plus loin, c'est-à-dire en faisant de la prévention, par exemple, pour gérer les grossesses ou éviter les maladies sexuellement transmissibles. Automatiquement, on parle de sexualité. On peut pas parler de tous ces sujets-là sans aborder justement la sexualité. Et justement, en parlant de sexualité, est-ce que les adolescents sont un public différent des autres personnes? Déjà, est-ce que vous voyez d'autres publics que des adolescents lors de ces préventions? Oui, je fais aussi des réunions d'adultes, parce que il y a aussi de gros problèmes, des casseroles que des adultes traînent depuis des années, et quelquefois, ça peut déboucher sur un accompagnement et permettre peut-être aussi d'aider des couples, voire des personnes seules qui se retrouvent pas, qui comprennent pas pourquoi leur sexualité n'est pas épanouissante. Il suffit quelquefois de trouver une personne avec qui on peut tout poser sur la table, et quelquefois en laissant parler les gens, ils trouvent quelquefois même tout seul un petit peu une partie des réponses, si je puis dire. Mais il y a aussi beaucoup de tabous, beaucoup d'idées reçues, et puis en ce moment, les réseaux, tout ce qui est information parallèle, si je puis dire, films porno et tout, ça plombe énormément la sexualité, surtout au début pour les jeunes. On aura le temps vraiment de développer tout au long de l'émission ces questions de l'influence d'Internet, de l'influence aussi de l'industrie pornographique sur la sexualité des plus jeunes. Mais si je vous entends bien, vous disiez que ces failles-là, on les traîne depuis très tôt et elles continuent, elles nous poursuivent jusqu'à l'âge adulte, quitte à même nous empêcher d'avoir un épanouissement sur notre sexualité. Bien sûr. Je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, les hommes avec une éjaculation précoce, par exemple. Moi, j'ai rencontré un monsieur qui était éjaculateur précoce depuis 10 ans. Et qui n'osait pas en parler parce que c'était une atteinte un peu à sa virilité, et il n'osait pas aborder le sujet, et plus c'est un peu plus on s'enfonce dans ce genre de choses, plus on est plus handicapé dans la relation à l'autre, et puis le manque de confiance de soi, et en fait ça flingue complètement la sexualité. Donc il y a une pression sociale qui agit sur l'aspect psychologique des personnes que vous rencontrez. Ah oui. On oublie beaucoup le côté psychologique. C'est très important. C'est le fardeau, ça, par contre. Et justement, comment se prémunir de cette pression-là psychologique? Comment se détacher de ça pour avancer dans sa sexualité? De toute façon, déjà, éviter les non-informations, les désinformations, déjà, c'est important. C'est pour ça que je crois et que j'ai toujours cru à justement ces préventions que l'on fait dans les établissements, parce que je pense que c'est au plus jeune âge qu'il faut intervenir, quand on sait que même déjà en CM2, des enfants ont déjà eu accès à des films porno. Ça fait peur quand même, parce que c'est violent, c'est très très violent pour des enfants qui sont pas encore en capacité d'analyser les choses, et puis qui reçoivent ça en plein visage, et automatiquement il faut absolument pouvoir en parler, pouvoir un petit peu dédramatiser les choses. Alors pour poursuivre ce que vous êtes en train de dire, à l'âge de 12 ans, un enfant sur 3 a déjà vu des images à caractère pornographique. 44% des ados qui ont déjà eu des rapports sexuels affirment avoir reproduit des pratiques
vues Si. dans des films X. Qu'est-ce que ces chiffres disent de la société? Ben que malheureusement, peut-être qu'il n'y a plus assez de communication. Hein, je veux pas dire que dans le temps on en parlait aisément. Hein, mais on cherchait au moins à parler. On n'avait pas tous ces médias qui polluent quelque part. Hein. Bon, il y avait déjà des films X, mais c'était dans des salles réservées aux adultes. Bon, ça remonte Ça n'existe plus, je crois, non, les séances de films X au cinéma. Alors, oh non, ça remonte à cinquantaine d'années. Il y a un cinéma à Paris qui a fermé peut-être il y a 3 ans, qui était le dernier à diffuser toute la journée des films X, justement. Voilà. Alors, il y avait quand même une certaine protection par rapport aux jeunes, puisque c'était réservé qu'aux adultes. En plus, à l'époque, la majorité était à 21 ans, donc bien sûr. Il n'y avait pas ces accès aussi faciles et c'est des informations aussi faciles. Donc, du coup, les jeunes qui n'arrivent pas à parler ou à trouver les bonnes personnes, qui osent pas en parler, même les infirmières scolaires peuvent jouer un très grand rôle là-dedans. Hein. Mais s'ils sont pudiques, et que leur culture, que leurs croyances les bloquent par rapport à ça, eh bien, ils vont aller se débrouiller tout seuls. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher naturellement des renseignements vis-à-vis de ces films qui vont complètement les emmener sur des chemins pas possibles, quoi. Parce que eux, ils sont persuadés que c'est ça. Hein. Voilà. Est-ce que vous recevez des personnes très très jeunes qui sont au collège ou est-ce que parfois ces personnes-là vous interpellent déjà sur des questions par rapport à leur sexualité? Oui, alors ils parlent très facilement en fait. Hein. Il faut mettre à l'aise. Hein. Moi, je prends toujours 10 minutes, un quart d'heure dans mes interventions pour préparer, pour amener le sujet et pour montrer qu'il n'y a pas de tabou, qu'on va pouvoir parler simplement, pas non plus les étourdir avec des termes médicaux, hein, qu'on peut parler simplement de toute chose à une seule condition, c'est qu'il y ait le respect mutuel et qu'on utilise les bons mots. Alors je leur dis toujours, il n'y a pas de problème, utilisez les termes que vous voulez, et puis moi je vais vous donner après les bons termes, et vous verrez que là, eh bien tout va tout seul, puisque du coup, si on on tombe pas dans la vulgarité, eh ben il y a aucun problème. Hein. Tous les sujets peuvent être abordés. Alors tout comme vous, il y a un groupe de musique qui s'est essayé dans un clip à l'éducation à la sexualité. Et ce morceau date de 99, si je ne me trompe pas. C'est le groupe Sayan Supakru et on écoute tout de suite Angela sur RCN 90.7. Et on est sur RCN 90.7 avec Jocelyne Pontus qui est sage-femme et on parle aujourd'hui de la sexualité, et plus particulièrement chez les adolescents. Alors on vient d'écouter ce morceau de Sayan Supakru, Angela, avec un très très beau clip, un clip qui promeut la prévention à l'éducation sexuelle. Et dans ce clip, on peut voir des parents cacher les yeux de leurs femmes, cacher les yeux de leurs enfants en leur disant ne regardez pas ce professeur, donc ce médecin, ce docteur, vous montrer comment mettre un préservatif. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore, parce que cette chanson a 20 ans, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore d'actualité ça, ce tabou de dire aux enfants ah non surtout pas, ou aux adolescents ne regardez pas comment on fait pour avoir de bonnes pratiques sexuelles? Oh ben bien sûr, ça reste encore. Ça tout dépend des cultures et des croyances en fait. Hein. Et c'est pour ça que c'est très très important qu'il y ait des personnes extérieures d'ailleurs, parce que un professeur de SVT, il y en a certains qui seraient sûrement capables de pouvoir aborder le sujet, mais ils ont les élèves toute l'année. Et ils sont, si vous voulez, aussi en phase avec les parents d'élèves, donc ça les met en position délicate. Donc c'est pour ça que c'est important que des personnes extérieures, plus avec un petit peu le côté médical, parce que en fait, comme je te disais, on en profite aussi de faire de la prévention, contraception, maladies sexuellement transmissibles, pour parler justement de la sexualité, pas arriver comme ça. Mais il y a encore cette problématique de surtout pas en parler, des gosses qui disent ah non mes parents veulent pas, il faut que je quitte le cours. Enfin, il faut savoir que ça fait partie de l'éducation nationale. Hein. Normalement, parents, il devrait y avoir 3 séances. Hein, mais bon, c'est jamais fait. Bon. Mais une petite anecdote, parce que je crois que c'est l'expérience, c'est ça qui est bien, c'est d'échanger aussi des petites choses qui se sont passées sur le terrain.
Je travaillais depuis un certain temps justement avec une prof de SVT. Et puis, il se trouve que son gamin arrive à 14 ans. Et là, elle me dit, ah non, je t'assure, pas mon fils, pas lui. Lui, il n'a pas besoin qu'on en parle parce que pas lui. Comme quoi, alors D'accord. qu'elle, elle participait à ces interventions pour ses élèves. Eh bien, quand c'est arrivé à son fils, c'était non. C'est pas possible, il est encore trop petit, il peut pas Mais s'intéresser d'où à ça ça. vient? D'où ça vient cette gêne? Parce qu'il y a des parents qui nous écoutent dans Dialectique, et qu'est-ce Ouais. qu'on peut leur dire? Alors déjà, j'ai un sentiment de protection. Hein, c'est pour ça que on a beau, moi ça m'est arrivé aussi des jeunes qui me disaient ils ont de la chance vos enfants, madame. Ouais, j'ai dit attention là, je redeviens une maman. Bien sûr. Et il y a le côté professionnel, et puis il y a aussi le côté effectivement parents, maman ou papa, hein, qui ont envie de protéger, qui ont peur des premières expériences ratées. En fait, c'est toujours ça. C'est plutôt dans oh mon Dieu, qui elle ou il va rencontrer, comment ça va se passer, pourvu que elle ou il ne rencontre pas quelqu'un qui les emmène sur des terrains qui pourraient être choquants, blessants. En fait, c'est la peur souvent. En plus, se rajoute, comme je te disais, aussi le côté culturel et le côté aussi beaucoup croyance. Hein, ça joue aussi. Hein. Mais ça durera tout le temps tant qu'il y aura des mamans et des papas. Et justement, est-ce que c'est ce manque de communication, ce manque d'information, parce que quand les parents n'en parlent pas à leurs enfants et que les enfants n'osent pas en parler aux parents, il y a parfois de la désinformation. Tout à Est-ce fait. que tout ça participe à l'avènement des comportements à risque? Exactement. Tout à fait. Alors, naturellement, comme je dis aux parents, il faut pas non plus forcer. Il faut attendre que l'enfant soit prêt à recevoir ces informations. Donc, il faut le laisser Quel venir. âge? Alors là, ça dépend de la maturité de l'enfant. Et je dirais que les filles sont plus curieuses plus tôt que les garçons. Il y a les histoires de nos règles, tout ça, qui font que... Est-ce que c'est à ce moment-là, au moment des premières règles, qu'il pour faut les filles, oui. en parler? Alors, moi, ce que je conseille toujours, des trucs tout bêtes, c'est de laisser traîner, entre guillemets, certains petits bouquins qui sont très très bien faits, hein, qui vont, t'as des bouquins qui vont de 6 à 8 ans, de 8 à 10 ans, où t'as justement l'anatomie, et puis au fur et à mesure, en fonction de l'âge, eh bien, tu as une approche justement de ce qui peut se passer entre des couples. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils font aussi ces bouquins. Il n'y a pas que hétérosexuels, mais aussi avec un versant homosexuel, qui est une autre sexualité. Mais voilà, leur montrer que c'est pas quelque chose qui est qui est restreint. En voilà, tout cas. c'est une autre sexualité, mais c'est pas pervers, quoi. Et en laissant traîner ces petits, ou c'est la doc qu'on peut donner dans les actions de prévention et tout ça, les laisser un peu traîner, ce qui fait que le gosse, tout va aller regarder. Et peut-être que, tiens, tu lis ce bouquin au juste, et puis peut-être engager la conversation. Comme ça m'est pas arrivé frontalement. Parce que si un enfant n'est pas prêt, on va le choquer plutôt que tout le reste. Que l'enfant sente l'adulte disponible, mais pas que l'adulte soit agressif. Et c'est là toute la difficulté, en fait. La difficulté, en fait, elle se situe dans la subtilité. Voilà. Pour emmener le sujet des relations sexuelles à venir, ou qui sont même peut-être déjà passées et que les parents ne sont pas au courant. Bien sûr, les parents sont rarement au courant. Là, je vais redonner encore un exemple d'une collègue qui m'a dit tu sais, je voudrais que mon fils il chasse, il peut avoir des préservatifs. Il a maintenant 15-16 ans, on sait jamais. Je dis écoute, tu prends un joli, ils font maintenant des jolis bocaux, hein, tout. J'ai dit tu prends un bocal comme ça, et puis tu mets, t'en prends là, puisque on sera toujours travaillé dans des centres de planification et de prévention des IST. Donc j'ai dit tu prends différents préservatifs de différents emballages, que ça fasse joli, et puis tu mets tout ça dans le bocal et tu le mets dans la salle de bain, et puis tu laisses tomber.
Avec un petit post-it libre service. Même comme ça, voilà, voilà. Et je faisais une action de prévention. Je me souviens dans la galerie, je me souviens encore, c'était la galerie du Grand Cora là-bas. Et je la vois arriver. Elle me dit, Joss, il n'y a plus de préservatif. Alors, soit il a fait des ballons, ou soit... Je pense que ces gens, c'était plus les ballons. Mais alors, la pauvre maman, elle s'est dit, c'est pas vrai, mais voilà. On repousse instinctivement cette idée-là. Et puis, c'est pas facile, il faut reconnaître, pour les parents. Parler de prévention, grossesse, prévention, IST, ça va encore à peu près bien. Mais parler de sexualité, c'est aussi faire référence à sa propre sexualité. Et même, et puis il y a même des parents qui n'ont pas les mots, qui sont mal à l'aise avec le sujet. Et je pense que c'est là aussi que, eh bien, des intervenants extérieurs peuvent amener, si vous voulez, d'autres éléments qui vont peut-être aussi justement provoquer la discussion. C'est pour ça que j'ai toujours beaucoup aimé intervenir à RCN, parce que comme j'interviens sur les bahuts autour et que des mamans peuvent entendre, ce qui fait que, eh bien, l'information que j'aurais donnée aux enfants, les mamans l'auront aussi, ou les papas, et peut-être que ça peut favoriser l'échange. Justement, j'espère. Pour les parents, c'est ce que nous souhaitons aussi. Pour les parents qui sont dans l'impasse, Ouais. vers qui il faut orienter le gamin, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour faire passer le message? Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des parents qui n'ont pas les mots, il y a des parents qui sont vraiment trop gênés par ce sujet-là. Et c'est normal. Et pourtant, qui ont conscience, qui ont envie de bien faire, qui ont envie d'éduquer leur enfant, mais qui n'en ont pas les moyens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces parents? Alors, il y a bien sûr, il y a les centres de planification et d'éducation familiale. Enfin, il n'y en a plus qu'à Nancy, mais bon, il y a tous ces centres. Ok, mais il faut y aller. C'est des structures quand même déjà aussi orientées aussi vers la prescription. Ça peut être déjà, bon, ça dépend de l'âge de l'enfant. Moi, je pense beaucoup vraiment au rôle des infirmières scolaires. Ça, ça peut être un très très bon tremplin, parce que l'infirmière scolaire va pouvoir détecter si justement il y a un problème, il y a un malaise, et peut-être justement là pouvoir orienter après vers d'autres professionnels qui vont pouvoir justement accompagner cet enfant-là. Je pense que les infirmières scolaires ont un rôle vraiment très important au niveau des plus jeunes, vous savez, les gosses de 12, 14 ans, voilà. Alors, on va écouter maintenant, non pas une professionnelle, mais une amatrice, telle qu'elle se décrit, de la question. C'est Ise, dans le morceau qui s'appelle tout simplement « Sexe ». D'accord. Et on est sur RCN 90.7 en direct avec Jocelyne Pontus, qui est sage-femme, et on parle de la sexualité chez les adolescents. On vient d'écouter ce morceau d'Ise qui s'appelle Sexe. Ise nous décrit ses ébats, et en parlant d'ébats, les parents en ont, hein, les parents sont des êtres humains, des mammifères comme les autres. Et justement, est-ce qu'il arrive que des gamins surprennent leurs parents c'est une question rhétorique, hein, bien sûr. En train d'avoir des débats, c'est surtout quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir, et qu'est-ce qu'on peut dire aux parents par rapport à ce type de moments qui peuvent être très gênants. Oui. Alors c'est vrai que justement là c'est pareil. J'ai une jeune fille après une intervention. C'était au collège, donc en 4e, donc voilà, ça fait à peu près dans les 12-13 ans, comme ça. Et après mon intervention, elle est venue me voir. Et elle me dit, il faut que je vous dise quelque chose, j'en ai jamais parlé à personne. Et elle s'est mise à pleurer, elle était vraiment très très mal. Et elle me raconte ce qui lui était arrivé, à savoir sur les coups de 8-9 ans. Elle était pas bien un soir. Bon, voilà, comme ça peut arriver. Qu'est-ce qu'elle fait? Appelle maman. En général, c'est maman, hein, quand c'est comme ça. Hein. Donc, maman, maman n'a pas entendu, parce que maman faisait tout simplement l'amour avec papa. Et puis, les enfants s'imaginent pas les parents faisant l'amour. Hein. Et en plus, plus les parents prennent de l'âge, moins. Même en prenant nous-mêmes de l'âge, bon, voilà, c'est plus difficile de se projeter, mais bon, c'est ainsi. Et donc, elle s'est levée. Et puis, elle est allée vers la chambre des parents, et elle a ouvert la porte et elle les a surpris en train de faire l'amour. C'était, pour elle, elle était hyper choquée. Elle
elle n'arrivait pas à dépasser ce qu'elle avait vu, cette vision. Pour elle, c'était une vision donc du coup très très négative. Moi, c'est vrai que moi je parle toujours dans mes interventions d'amour avec le faire l'amour pour justement déconnecter des autres influences, en parlant du respect mutuel, de la confiance, voilà, de tout ça. Mais là, pour elle, comme je parle d'habitude dans mes interventions, alors pour elle, c'était un décalage entre mes propos et la vision qu'elle avait eue. Donc là, bon, du coup, je suis restée avec elle un certain temps. Là, j'ai appelé l'infirmière scolaire et on a pu effectivement la prendre en charge pour l'aider avec. Ils ont aussi des psys et tout ça. Bon, pour essayer de lui faire dépasser ce stade-là et puis qu'elle puisse, entrevoir l'amour d'une autre façon que ce qu'elle avait pu voir, ce qui était plus... Autant que ça peut être beau dans un couple quand on s'aime et qu'on fait l'amour, autant que le regard de deux corps comme ça... Surtout c'est le corps de ses parents. De ses parents, c'est encore plus... voilà, c'est difficile. C'est pas tout à fait le même ressenti, on va dire. Et justement, je me disais que ces parents-là donc n'étaient pas au courant que cette gamine était venue vous parler. Non. Est-ce que certains parents fixent certains freins, certaines limites à vos interventions? Alors ça arrive, hein. Moi là aussi, dans un collège, j'ai eu une prof qui me dit le père ne veut absolument pas de cette intervention. Alors eux ils sont coincés parce que l'éducation nationale implique que c'est ça fait partie d'eux. Voilà, les 3 séances annuelles. Voilà, et que ça fait partie des cours et que voilà. J'ai dit on peut agir autrement. Et j'ai dit voilà, il y a pas de problème. Moi, je peux venir avec la principale, c'est une femme, la principale, la prof de SVT, puis moi, et on le reçoit et on lui explique ce que je vais faire. Alors moi, j'explique déjà à la principale. Elle en parle au papa et le papa me dit écoutez, vu ce que vous me dites. Je vais faire confiance à votre intervenante et puis on verra. Donc, je fais mon intervention, la gamine était là. Je revois encore cette jeune fille au premier rang, elle était au premier rang, avait des yeux tout ronds parce que elle découvrait un monde. C'était quelque chose d'impensable et puis ça s'est très très bien passé, il n'y a pas eu de vague ni rien. Et l'année suivante, je fais mon intervention à nouveau. Et la prof de SVT qui vient en souriant, puis il me dit « T'as vu la jeune fille qui était là-bas ?» J'ai dit « Oui. » C'est la sœur de la jeune fille l'année dernière. Ah, donc là, il y a eu aussi un lâcher prise du côté des parents, voilà, donc ça. une confiance au final. Rien que d'en penser, ça m'émeut encore. Je me suis dit c'est vraiment trop chouette la confiance que ce papa m'a accordée. Bon, je ne l'ai pas trahi du coup puisque visiblement ça n'a pas posé de problème pour la deuxième gamine. Moi, ça me c'est gratifiant. Et puis ça m'émeut quoi parce que étant parent aussi, bon j'y étais pas encore à cette époque-là, mais je veux dire étant parent moi-même après je comprends la portée. Donc c'est chouette, c'est très chouette. C'est vrai que ça reflète bien aussi ce qu'on voit globalement dans la société, des parents qui acceptent de parler à leur enfant ou alors que quelqu'un d'autre parle à leur enfant et des parents qui sont complètement réticents, sachant qu'aujourd'hui les parents n'ont plus le même contrôle qu'avant, comme on le disait en début d'émission. Aujourd'hui, il y a l'influence d'Internet, des réseaux sociaux, il y a le fait de s'affirmer sur les réseaux sociaux, il y a une pression exercer, une espèce de concurrence par rapport au corps. Il y a les phénomènes des nudes, les dragues sur les applis de rencontres et puis aussi les dérives comme le revenge porn, le harcèlement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors là c'est vraiment catastrophique. C'est en fait au départ, les garçons ont eu recours à ces informations, donc automatiquement pour eux ça n'a pas du tout d'impact. Ils comprennent pas du tout ce que ça peut représenter. Et ils ne voient même pas l'agression. Même dans certains jeux, ils ne voient même pas l'agression de viol. Ah oui, voilà. Je veux dire,
c'est tellement du coup banalisé que les garçons, je parle plutôt des garçons qui font cette démarche-là, eh bien ne se rendent même vraiment pas tout à fait compte de ce qu'ils font. Alors c'est sûr qu'au départ, aller demander des photos de nus à des jeunes filles, et il faut les mettre en garde parce qu'en plus de ça, il faut pas oublier que ça ne s'efface jamais totalement, que ça peut toujours ressortir n'importe quand. Et que effectivement, eh bien, ça peut devenir une arme. Et on le sait très bien comment ça circule sur les portables, sur tout ça, et ça peut vraiment harceler, mais gravement les jeunes filles, puisque voir les garçons c'est différent, c'est sur d'autres sujets, mais quand on voit ces jeunes qui se suicident, moi je me dis attention. Maintenant la nouvelle mode, c'est alors au départ c'était les nudes, les filles qui se déshabillent pour le copain pour envoyer donc cette prise de vue. Maintenant c'est aussi le garçon qui va se masturber en direct, quoi, comme ça, montrer un sexe en érection, voilà. C'est vraiment, c'est vrai, je vous dis, c'est banalisé et du coup, ça va très vite pour basculer sur le reste. On va développer cette question-là Avec qui est plaisir. hyper importante. Oui. Juste après une petite pause musicale, on écoute Ok. le morceau de Doja Cat qui s'appelle Cybersex, justement. C'est parfait. Et on est sur RCN 90.7 aujourd'hui avec Jocelyne Pontus qui est sage-femme et on parle de la sexualité chez les adolescents. On vient d'écouter le morceau de Doja Cat, Cybersex. La sexualité par Internet ne fait que croître. Notamment, on l'a vu pendant aussi le confinement, l'éloignement des corps, le rapprochement grâce à Internet. Tout ça n'est qu'une question de confiance. Quand on envoie une partie de son intimité à son partenaire, voire même à un inconnu, c'est une question de confiance. Et sur la confiance, il y a deux volets. Il y a la confiance qu'on peut avoir en l'autre, c'est-à-dire en la personne avec qui on échange cette partie intime. Et il y a aussi la confiance que les adolescents peuvent avoir aux professionnels, aux personnes comme vous. Donc on va parler de ces deux types de confiance-là. Premièrement, la confiance en vous quand vous arrivez dans un établissement scolaire. Quels moyens vous utilisez, vous mettez en œuvre pour que les gamins en face de vous se disent bon, on va se sentir assez aisé avec cette personne qu'on ne connaît pas pour parler librement de notre sexualité. Alors déjà, comme je disais précédemment, je prends mon temps. C'est pas sacrifier 10 minutes, un quart d'heure, que justement de se présenter, de montrer que c'est naturel, qu'il n'y a pas de problème. Je travaille aussi souvent avec des professeurs depuis des années, donc ils savent comment je travaille et ils sont OK avec ce principe-là, à savoir que je passe toujours un contrat. Le contrat, c'est tout ce qui se dit pendant cette intervention reste dans la classe et le professeur fait partie du contrat. Ça me permet aussi de dire aux jeunes que s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas bien compris, qu'ils n'ont pas bien digéré, le prof fait partie du contrat. Donc à partir de là, ils peuvent parler à leur prof qui peut aussi me contacter. Je peux revenir si c'est nécessaire quand il y a vraiment des gros problèmes. Donc c'est vraiment un moment de confiance en disant en plus que bien sûr il n'est pas question d'aller raconter ce qui s'est passé dans les cours de récréation. Et ça libère vraiment la parole. Ça au fur et à mesure de l'intervention, ils se détendent et ils peuvent poser des questions qui moi me laisse toujours quelquefois même sans voix tellement c'est vraiment ça va loin, et ça m'émeut toujours aussi parce que je me dis mon Dieu, ces gosses comment ils arrivent aussi à s'exprimer, à mettre des mots, des fois des mots maladroits mais qui sont tellement mignons, surtout ça dépend des âges, quoi. Et puis j'ai l'avantage de les voir plusieurs fois, souvent je les vois en 4e, 3e seconde, donc plus il y a une évolution, voilà. c'est sur le et temps. en plus ils me connaissent après, donc voilà, c'est Et cette question de confiance aussi, elle mène forcément à la confiance en l'interlocuteur, en la personne à qui on ose envoyer des choses un peu très perso même. bien Et sûr. cette confiance parfois a des dérives. Cette confiance est parfois trahie. Et il y a l'un des phénomènes qu'on peut observer depuis quelques années déjà, le phénomène des fichas. Qu'est-ce que c'est que les fichas pour nos auditeurs qui n'en auraient jamais entendu parler? Eh bien, c'est tout simplement des personnes qui
qui demande à tous ceux qui ont été, par exemple, trahis entre guillemets, c'est-à-dire que la relation s'est arrêtée, mais que justement il y a eu des photos de nude, de nus, et tout ça qui ont été envoyées. Eh bien, ces personnes-là encouragent. Donc c'est souvent des garçons vis-à-vis des filles, mais ça peut être des garçons vis-à-vis d'autres garçons, hein, il faut pas l'oublier. Eh bien, d'envoyer ces photos-là, mais avec en plus les coordonnées, nom, prénom, coordonnées de la jeune scolaire, fille, parfois. voilà. Et du coup, ça devient, elles passent pour des filles faciles, et du coup, elles sont agressées de partout, aussi bien dans leur vie scolaire que sur les réseaux sociaux. Ça devient un enfer, hein. Et c'est pas étonnant que malheureusement ça peut se terminer très très mal, puisque ça peut aller jusqu'à des suicides, hein. Parce qu'il y a aussi une pression psychologique et un chantage parfois, ça, c'est terrible. chantage contre de l'argent. Il y a aussi cette possibilité-là, hein, de faire du racket, hein, ni plus ni moins. Alors, il faut surtout que ces jeunes gens sachent qu'il y a une loi qui protège l'utilisation des photos, des visages, tout ça. Ça peut aller très très loin, hein. Si ils sont pris à avoir renseigné ce genre de personnages, hein, qui mettent ça sur les réseaux, pour des mineurs, ça peut aller de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Et pour les non-mineurs, ça peut aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. C'est du pénal. Donc, si c'est autant pénalisé, même si quelquefois je trouve que c'est peut-être pas assez en fonction vu ce que les dégâts que ça peut faire, mais ça montre bien que c'est pas rien, hein. Est-ce qu'il y a un processus en société, un processus de normalisation qui favorise ce genre de dérive, qui favorise même des agressions sexuelles, parce que de la parole à l'acte, parfois il n'y a qu'un pas, et aussi un processus de culpabilisation des victimes. On leur dit, eh bien, fallait pas envoyer. Voilà, c'est ça. Fallait pas envoyer la photo, ou il ne fallait pas te masturber avec en visio avec ta petite copine. Donc il y a des répercussions, hein, psychologiques, mentales. Vous en avez parlé, vous avez parlé du suicide. Il y a aussi les mutilations. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on normalise tout ça? Est-ce qu'il y a des phénomènes qui tendent à normaliser tout ça aujourd'hui? Parce que la sexualité étant banalisée, les actes étant vraiment quelque chose maintenant de tout à fait, c'est rien du tout, c'est bon, automatiquement il y a plus de limite. Il y a plus de limites et en fait, ces jeunes, encore quand ce sont des jeunes qui sont pas armés, qui se rendent pas compte, mais il faut pas oublier qu'il y a des adultes qui travaillent là-dessus et qui se font du fric là-dessus. Et ça, c'est pas normal. Ça, moi, je trouve que c'est même les 7 ans d'emprisonnement, pour moi, c'est, je veux dire, quand on voit ce que ça peut, les répercussions et la destruction morale, mentale et physique que ça peut produire, moi, je trouve que c'est vraiment une catastrophe, hein. Je ne sais pas comment on peut lutter contre ça. Moi, je ne peux que dénoncer, prévenir, dire aux jeunes, surtout, ne faites jamais ça, parce que ça s'efface jamais. Ça peut vous revenir en pleine figure des années après. Mais à partir de là, j'ai mes limites aussi, hein. Je peux pas aller au-delà, bien que j'aimerais faire beaucoup plus. Il y a aussi la pornographie qui a un impact sur la sexualité des jeunes qui n'est pas négligeable. Il y a un phénomène aussi d'hypersexualisation des corps, même chez des stars qui sont mineures, hein, certaines chanteuses, certaines actrices qui sont mineures et par le biais de la publicité ou dans des films ou dans des séries qu'on va hyper sexualisé. Voilà. Est-ce que tout ça ne crée pas un sentiment de décalage chez les ados qui veulent leur ressembler? Et aussi, par rapport à la pornographie, est-ce que ça ne crée pas des complexes? Alors déjà, effectivement, ces jeunes vont pas faire
quand on a 12-13 ans, faut dire ce qui est. Et ils vont pas faire le distinguo entre la tenue de la star sur scène ou dans les photos ou dans des oui, dans les magazines, voilà. Et puis le quotidien. Donc elles vont s'habiller avec des tenues très très courtes. Ça touche plus, vous dites elles, parce que ça touche ça la plupart du temps les jeunes filles, plutôt voilà, que les jeunes garçons. C'est plus les filles de 12-13 ans. Les filles sont plus déjà veulent plus paraître femmes, si je puis dire, que les garçons. Les garçons à 12-13 ans, exception faite, bien sûr, mais ils en sont pas encore tout à fait là. Mais les jeunes filles, oui, puis elles le font sans se rendre compte qu'elles peuvent attirer aussi des regards, voire des désirs de gens un petit peu pervers. Voilà. Elles s'en rendent pas compte du tout. Pour elles font comme leur star et donc il y a pas de problème. Donc voilà. Par contre, effectivement, je sais plus ce que tu avais demandé à la deuxième partie. Il y a l'hypersexualisation et il y a aussi le rapport, l'influence. Quelle influence la pornographie a sur ces jeunes filles et ces jeunes garçons? Eh ben, de toute façon, on va au lieu de comme tout couple avant, il y a 50 ans, quand il y avait pas tous ces trucs-là, bon, tu te laissais porter l'un vers l'autre, et puis tu te découvrais mutuellement et tout. Or là, avec ces films porno, on t'oblige presque à avoir recours à certaines pratiques qui n'ont rien à faire là-dedans, en général, qui peuvent l'être si les deux sont d'accord, c'est ce que je dis toujours dans mes interventions, mais qui sont pas obligatoires. Alors je vais prendre un truc tout bête, mais alors, et comme ça illustre le nombre de jeunes filles influencées par leurs petits copains qui ont été chercher des renseignements sur des films pornographiques, le nombre de jeunes filles qui sont persuadées du coup par ce petit copain que la fellation fait partie de ce qu'ils appellent les préliminaires. Moi, je préfère dire les câlinouches, c'est plus joli. Et puis au moins, on comprend ce qui se passe dans les préliminaires. C'est quand je demande des questions anonymes, eh bien, j'ai souvent cette question, qu'est-ce que les préliminaires? Bon, voilà. Donc voilà. Donc croire que la fellation, c'est systématique, ça fait partie de ces cas-là, eh ben, je leur dis non. Vous pouvez, si vous voulez, mais vous n'êtes pas dans l'obligation de. Et le gamin qui va demander ça au début tout jeune, il va croire que effectivement c'est normal. Plus tard, ça sera différent, parce que plus tard, quand il commence à devenir 16-17 ans, il sait très très bien que c'est plutôt son fantasme que tout le reste. Mais bon, mais au départ, voilà, ça fait et ça emmène justement vers des dérives. Les filles ou les garçons se forcent à faire certaines choses qu'ils n'ont pas spécialement envie, mais parce qu'ils pensent que c'est la norme, et du coup on s'écarte complètement du faire l'amour et on tombe dans les pratiques amoureuses. Alors moi je leur fais le distinguo. Je dis bon, on peut faire l'amour sans pratique amoureuse, maintenant on peut faire l'amour avec, si on est d'accord tous les deux, mais c'est pas obligatoire. Pour essayer de dédramatiser. Alors, on va dédramatiser pour terminer cette émission avec des questions de l'équipe. Les membres de l'équipe étaient assez stimulés par votre venue et le fait qu'on aborde ces questions. Ils se sont un peu lâchés. Donc, alors, première question, on va commencer par la question de Thomas, tout simplement. Quelle est la chose la plus insolite à laquelle vous avez dû avoir affaire? Au point de vue question ou Ça peut être au point de vue question, par exemple. Au point de vue question... Alors ça peut aller très très loin, parce qu'en plus il faut savoir aussi que les ados ils poussent un peu le bouchon, je veux dire. Donc c'est tout dans tout ce qui est pratique plutôt les pratiques un peu hors normes. C'est toujours assez. Je suis toujours assez baba de voir des gamins c'est souvent des garçons par contre là, de 13-14 ans qui vont me parler de relations avec les morts, avec les animaux, voilà. D'accord. Donc il y a des questions comme ça voilà, qui tout surgissent. À fait. Et oui, madame, vous savez, ça passe sur les téléphones. Oui, parce qu'il y a bien sûr, comme dans les films porno, aujourd'hui il y a des trucages. Et ben là c'est pareil. Il circule des trucs comme ça où on voit des relations entre un être humain et un animal. Alors j'essaye de leur expliquer
persuadé qu'effectivement c'est de la zoophilie, quoi. Ouais, c'est de la zoophilie, et puis surtout c'est du faux, parce que un cheval avait une femme. Alors moi je suis très, dans ce cas-là, très pragmatique, et je leur demande s'ils ont déjà vu un étalon en érection et qu'ils oublient pas qu'un vagin ça mesure 10 centimètres. Alors là ils commencent à se dire il y a un problème là. Mais je reste très terre à terre, parce que si je pars dans des envolées lyriques, ils vont rien comprendre. Donc je compare et je dis maintenant, est-ce que vous croyez que c'est possible? Ça revient à exactement la même chose dans les films pornographiques, où les garçons sont persuadés de pouvoir introduire la totalité du sexe masculin dans le vagin. Je leur dis la moyenne, c'est 16. Je dis encore 16, même s'il paraît que ça blesse un peu, mais je vais pas quand même traumatiser les garçons. Donc je reste à 16. C'est à cause du froid, c'est l'hiver. Voilà, c'est ça. Il paraît que c'est les oestrogènes. Enfin bref, je leur dis 8 cm au repos le vagin, 10 cm grâce au câlin. Et ça me permet de parler de l'importance des câlins. Et voilà. Vous voyez comment je travaille. Je leur dis, est-ce que vous croyez mathématiquement que vous allez mettre 16 dans 10? J'ai dit, vous voyez ce que c'est qu'un film porno? Voilà. Et sur les films porno, est-ce qu'ils créent quel complexe ils créent? Parce on en a parlé, mais concrètement, par rapport aux performances ou autre chose, est-ce que... Alors là, les performances... Alors déjà, même le bas, un jeune gamin, 14 ans, qui voit un film porno, sachant que les prises de vue sont particulières, c'est-à-dire ils mettent la caméra parallèle au pénis pour donner... alors déjà que eux, ils ont un pénis en érection un peu au-dessus de la moyenne. Bon, voilà, c'est pas des acteurs. Voilà. Et donc, on peut imaginer un jeune garçon qui voit ça et qui regarde son propre pénis. Et ben là, il est déjà mal parti, le pauvre gamin. Parce qu'il va déjà avoir des complexes. Et chez les adultes, eh bien, qui assistent à des films porno, donc dans vraiment la performance, comme ce sont des trucages, ils y arrivent pas, ils finissent par devenir effectivement éjaculateurs précoces, et j'en passe, et du coup, eh bien, les sexologues peuvent ouvrir de nombreux cabinets. C'est de bon augure pour les sexologues. Alors donc là, précédemment, c'était une question de Chloé. On va terminer avec une question de Sarah. Est-ce que les ados sont ouverts pour parler librement de leur sexualité avec des professionnels comme vous? Oui, à condition, comme je disais, c'est se détacher, on n'est pas des profs. Et ça, moi, je précise toujours, parce que déjà qu'ils fassent pas de comparaison et que les profs ne se trouvent pas en difficulté. Mais ça, c'est instaurer justement un climat de confiance, ne pas parler comme eux, rester à notre place d'adulte, parce que ça aussi, il faut pas parler avec leurs mots, parce que là, vous me voyez à mon âge, non, mais sérieux, parler comme des mômes de 14 ans, c'est pas jouable, quoi. On reste à notre place, on parle normalement. Et avec la confiance et les échanges, on avance beaucoup et souvent beaucoup plus loin que même on peut s'y attendre. Moi, j'ai soulevé justement le voile sur de l'inceste, sur des viols, ça libère la parole même dans malheureusement des épreuves des fois très dures. En tout cas, je vous souhaite de continuer cette pédagogie et à libérer la parole. Jocelyne Pontus, je rappelle que vous êtes sage-femme et que vous intervenez dans le cadre de prévention scolaire sur la sexualité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir accueilli. Donc oui, je rappelle que pour les jeunes qui souhaitent avoir des informations, il y a des centres de planification ou sinon tout simplement les infirmières scolaires qui sont disponibles et dévouées sur ces sujets-là. Et les professeurs qui m'accompagnent et qui font partie des contrats, comme je l'expliquais, là aussi. Choisissez des adultes autour de vous avec qui vous vous sentez bien. Et ce sont pas que des profs, ce sont aussi des êtres humains. Et c'est sur ces mots qu'on va se laisser. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Alice qui a fait la réalisation de cette émission brillamment. Merci, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans Dialectique. Au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org